Bienvenue à Arrêt sur le monde. Il a mis du temps à se concrétiser, le retour des casques bleus canadiens que les libéraux de Justin Trudeau avaient promis, mais c'est maintenant chose faite. Quelques 250 militaires sont présentement déployés depuis quelques mois au Mali, dans une des plus importantes missions de paix des Nations unies. Mais leur arrivée dans ce pays concorde avec une recrudescence de la crise qui ébranle le pays depuis le coup d'État de 2012. En juin 2018, des casques bleus canadiens ont été déployés au Mali dans le cadre de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali. Cette mission, créée en avril 2013 par l'ONU, a pour but de soutenir les processus politiques au Mali et de réaliser diverses tâches liées à la sécurité. Si le Mali a besoin d'aide, c'est parce que le pays est présentement en prise à une grande problématique d'insécurité. Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a affirmé dans un rapport alarmant que la situation n'a jamais été autant désastreuse que dans les 3 derniers mois. La demande d'aide alimentaire et d'assistance humanitaire a explosé, 750 écoles ont fermé dans le centre et le nord du pays, et le nombre de violations des droits de l'homme a considérablement augmenté. Un des facteurs de déclenchement de cette crise a été le coup d'État de 2012, organisé par des sous-officiers maliens, qui faisait suite à une rébellion touareg accompagnée de groupes djihadistes, qui a donné lieu à de nombreux changements dans le paysage politique du pays. Cependant, il faut rappeler que ce mouvement de rébellion n'était pas le premier. Le Mali s'inscrit dans une longue lignée de bouleversements politiques qui ont marqué son histoire et contribuent à la crise que le pays subit actuellement. Avec nous en studio pour en discuter, Marie-Joëlle Zahar. Elle est directrice du réseau de recherche sur les opérations de paix du Cerium. Elle est chercheuse au Cerium. Elle est professeure en sciences politiques à l'Université de Montréal. Adib Bencherif, il est chercheur, lui, au Centre franco-paix de la chaire Raoul Dandurand à l'Université du Québec à Montréal. Il est chercheur aussi au Centre interdisciplinaire sur l'Afrique et le Moyen-Orient à l'Université Laval et doctorant en sciences politiques à l'Université d'Ottawa. À tous les deux, bonjour. Merci d'être là. Bonjour. D'abord, dites-nous, avec 250 militaires, 6 hélicoptères sur place au Mali, est-ce qu'on peut dire que le retour du Canada dans les opérations de paix de l'ONU est significatif? Bien, écoutez, ça dépend de ce qu'on veut dire par significatif. Si on parle nombre, clairement pas. Si on parle par contre en termes de besoins, les Nations unies avaient absolument besoin de ce genre d'appui au Mali. C'est ce qui manquait. Il ne manquait pas nécessairement des troupes, il manquait des équipements sophistiqués qui permettent de compenser un peu la géographie difficile qui rend le déploiement des troupes sur le terrain ardu. Et donc, les Canadiens ont commencé réellement leurs activités en août. Ils s'affairent essentiellement à faire des évacuations médicales. Est-ce qu'on aurait pu leur demander autre chose aux Canadiens? À mon humble avis, on est dans une logique d'assistance, donc une mission modeste et plus facile à visualiser à la fois pour le Canada, mais aussi au niveau d'attente des acteurs internationaux et locaux. Il est préférable de rester modeste dans l'intervention car les acteurs internationaux sont vite perçus de manière négative. Alors, parlons du contexte malien, du contexte dans lequel se déroule cette MINUSMA dont on a parlé dans la vidéo. Quel est le problème que la MINUSMA doit régler au Mali? Bien, écoutez, le mandat de la MINUSMA, c'était de venir en appui à la reprise d'un ordre constitutionnel suite au coup d'État. Qu'est-ce que la reprise de l'ordre constitutionnel? Initialement, c'était s'assurer qu'il y ait des élections, qu'il y ait un gouvernement élu, et deuxièmement, appuyer ce gouvernement à se redéployer à l'ensemble du territoire et à faciliter les négociations avec les groupes armés contre lesquels les gouvernements successifs du Mali ont eu prise. Parce qu'en ce moment, ce qu'on peut dire au Mali, c'est que l'État ne contrôle pas la totalité du territoire. En vérité, il y a 2 épicentres du conflit, en fait, en quelque sorte. D'abord, le nord du Mali, où il y a eu la rébellion touareg, où le conflit a commencé, jusqu'en 2015, on va dire. Et puis ensuite, il y a le centre du Mali qui devient un nouvel épicentre de conflit. Donc la situation se complexifie et le mandat de la MINUSMA n'est pas nécessairement adapté à toutes les situations. Surtout qu'on est dans un théâtre où il y a beaucoup de fluidité. La situation change de manière récurrente et de manière très fréquente. On reviendra peut-être justement au mandat de la MINUSMA, mais dites-nous d'abord comment on en est arrivé là au Mali. Qu'est-ce qui a conduit à la situation qu'on connaît aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs dimensions, mais très brièvement, il y a une logique historique dans le conflit, à savoir que ce n'est pas la première rébellion touareg qu'il y a eu en 2012. En fait, depuis l'indépendance du Mali, il y a eu plusieurs rébellions en 1963, dans les années 90, en 2006, certains considèrent même en 2008, et enfin on est arrivé à celle de 2012. Donc c'est un schéma récurrent de conflits ethniques. Est-ce que c'était toujours des rébellions dans le nord du pays? C'était centré sur le nord du Mali et souvent cela se diffusait à l'ensemble du nord du Mali, à savoir que ça commençait dans une région
la région de Kidal, puis ça s'étendait. Il faut peut-être ajouter aussi à ça le fait qu'il y a des problèmes de gouvernance, malgré le fait qu'on a souvent parlé du Mali comme un exemple de la démocratie. Oui. En Afrique, il y avait des problèmes de gouvernance graves et des problèmes de corruption qui ont miné le gouvernement Touré, qui est le gouvernement qui a été démis par le coup d'État. Il y avait également, depuis le début, un sentiment qu'on avait mis ensemble des peuples qui n'étaient pas censés être ensemble, les Touaregs ayant toujours voulu l'indépendance, ayant en fait revendiqué des promesses qui leur auraient été faites par les Français d'avoir leur propre État dans la région du Sahel. Il faut se rappeler bien sûr que les Touaregs, ils ne sont pas juste au Mali, ils sont également au Niger, en Algérie. Oui. Les frontières sont très arbitraires en Afrique, on le sait. Est-ce que ce ressentiment-là des populations du Nord face à l'État central qui est à Bamako, dans le sud, comment il s'est traduit? Quel a été l'impact de ça pour les gens du Nord? Eh bien, des rébellions récurrentes, mais plus que cela en fait, à savoir que c'est structuré autour de 3 facteurs, comme Marie-Joëlle Zahar l'a dit, cette recherche d'indépendance se base sur 3 facteurs. Le manque d'inclusion politique du nord du Mali, de ces communautés ethniques qui sont marginalisées, le manque de développement économique du nord du Mali et aussi le problème de l'autogouvernance car on est en face de populations nomades. Donc la frontière n'est pas très logique pour eux et ils ne se reconnaissent pas dans cet espace. Donc c'est ce qui amène à ces rébellions. Et ce qui a changé la donne en 2012 lors du coup d'État, c'est l'entrée en scène des groupes terroristes. L'entrée en scène des groupes terroristes, j'ajouterais peut-être aussi le facteur libyen, parce qu'en fait, la situation en Libye, donc l'entrée de l'OTAN en Libye, la chute du régime de Kadhafi, a fait que beaucoup de Touaregs qui travaillaient en fait à titre de militaires privés payés par le régime libyen sont revenus dans le pays avec des armes très sophistiquées qui leur ont permis de mener une rébellion à un niveau qu'on n'avait pas connu auparavant. Pour les groupes djihadistes, je me permets aussi d'apporter une nouvelle nuance. Il y a le schéma des retours de combattants de Libye avec leurs armes, mais il y a aussi différents types de groupes djihadistes. C'est-à-dire que nous avons les groupes djihadistes transnationaux comme Al-Qaïda au Maghreb islamique et le mouvement pour l'unicité du djihad en Afrique de l'Ouest. Donc ces groupes-là sont des groupes que l'on peut catégoriser comme terroristes, qui ont leur réalité. Et à côté, nous avons un groupe d'une nature ambiguë qui est créé en 2012 qui s'appelle Ansar Dine. Et ce groupe-là est un groupe djihadiste local avec comme leader Yed Agrali, qui est un chef de la rébellion des années 90 et de 2006. Mais dans ce contexte-là, avec les ressentiments au nord, le problème de gouvernance, la présence de groupes terroristes, est-ce que la mission, le mandat de la MINUSMA, est-ce qu'on a de trop grandes attentes envers la MINUSMA? Est-ce qu'elle est capable de faire ce qu'on attend d'elle? Je vais peut-être me permettre de reprendre à mon compte ce que tous les rapports des secrétaires généraux, donc Ban Ki-moon et aujourd'hui Antonio Guterres des Nations Unies, disent, à savoir que la MINUSMA est là pour appuyer le gouvernement malien et les Maliens, mais que la volonté première doit être malienne. Et pour l'instant, la volonté première malienne, eh bien, elle ne semble pas encore vraiment sincère. Il y a énormément de mi-mesures, de pas, et puis après de recul, etc. Et donc, 3 ans, bientôt 4 après la signature de l'accord de paix, on est encore dans une situation où tout est encore possible. Est-ce qu'il y a aussi trop de missions militaires? Parce qu'on parle de la MINUSMA, mais il y a aussi, il faut savoir, au Mali, l'opération Barkhane de la France, qui est une opération antiterroriste. Il y a aussi une force qui a été déployée qu'on appelle la force du G5 Sahel. Est-ce que ces forces militaires-là se marchent sur les pieds? En fait, l'intervention française au commencement était vue de manière positive. On va opter pour un schéma bref, mais plus le temps passe, plus les acteurs internationaux sont mal perçus. Cette prolifération d'acteurs internationaux a tendance à complexifier le conflit et à être perçue de manière négative sur le terrain. Je dirais également que les agendas des différentes missions ne sont pas concordants et donc faire de la lutte au terrorisme et en même temps essayer de faciliter le dialogue entre des groupes dont certains sont à la frontière grise dans l'entre-deux entre groupes de rébellion et groupes de terroristes peut compliquer les choses et on le voit tous les jours sur le terrain. On le voyait dans la vidéo qu'on a regardée, ce sera la dernière question parce que le temps nous manque. Il y a 2 millions d'enfants qui sont privés d'éducation parce que les écoles sont fermées. Il y a 5,2 millions de personnes qui ont besoin d'aide alimentaire, d'assistance humanitaire de façon générale. Est-ce qu'on se dirige vers une catastrophe au Mali?
On est devant une situation très difficile. Il y a eu différentes stratégies mobilisées par les populations locales, à savoir finir dans les camps de réfugiés en Mauritanie, pour une part des Touaregs au niveau du camp Beira. Il y a bien évidemment un déplacement des populations aussi en fonction de solidarité familiale, communautaire, etc. Donc nous sommes dans une situation très difficile. Il y a de la résilience des populations, mais il y a aussi parfois... pour elles se retrouvent piégées en fait dans des situations, ils doivent faire des compromis avec des acteurs locaux. Marie-Joëlle, le mot de la fin. Est-ce qu'on se dirige vers une catastrophe? Je pense que la catastrophe aurait lieu si jamais une véritable crise très sérieuse éclatait autre part et que la communauté internationale, qui est actuellement impliquée aux côtés du Mali, devait rapidement se retourner pour aller appuyer quelque chose d'autre. Et là, je pense que oui, effectivement, le Mali ne serait pas capable de gérer ces problèmes. Marie-Joëlle Zahar, directrice du réseau de recherche sur les opérations de paix au Cérium de l'Université de Montréal. Adib Ben-Chérif, chercheur au Centre franco-paix de la chaire Raoul Dandurand de l'Université du Québec à Montréal. Vous avez d'autres implications également ailleurs, on les a nommées d'emblée. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci.